Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir pour philosopher un peu à l'heure bleue. Ce soir, je vous propose le commentaire philosophique d'une œuvre d'art qui date de 1920, qui a été composée par Otto Dix et qui s'intitule « Les joueurs de skat ». S-K-A-T. J'ai choisi cette œuvre emblématique du peintre et graveur Otto Dix, D-I-X, car son approche expressionniste de la violence de la guerre est particulièrement exemplaire, notamment pour illustrer le phénomène de ce qu'on a pu appeler la guerre totale, mais aussi le phénomène des gueules cassées. Les joueurs de skat sont une huile sur toile mêlée à des collages. Elle est exposée à la Galerie nationale de Berlin. Elle date de 1920. Son format est moyen, 1,10 m par 87 cm, et elle est donc l'œuvre d'Otto Dix, peintre qui se rattache dans un premier moment à ce qu'on a pu appeler l'expressionnisme, qui est un mouvement qui consiste à projeter sur la réalité la subjectivité pour inspirer au spectateur de l'œuvre une réaction émotionnelle forte, pour le choquer. Ce sont souvent des visions angoissantes qui déforment, accentuent, stylisent le réel pour atteindre une intensité expressive inouïe. Otto Dix a été très proche du mouvement Dada, mouvement qui naît en 1916 de la contestation de cette société bourgeoise qui a initié le renversement apocalyptique que constitue la Première Guerre mondiale. On le condamne, on le détruit, avec violence s'il le faut. Le mouvement Dada et le mouvement expressionniste, en particulier en Allemagne, ont poussé à l'extrême cette idée que l'Occident, la modernité occidentale est en train de creuser sa propre tombe, se suicide. L'expressionnisme rompt avec l'impressionnisme qui le précède en usant d'une forme très agressive dans l'usage de la palette, des couleurs criardes, des lignes acérées. La violence est partout. Les expressionnistes sont aussi les contemporains du développement de la photographie. La photographie peut saisir le réel, mieux encore qu'un peintre impressionniste ne pourra jamais le faire. Si bien que l'art prend ses distances par rapport à la réalité et la charge. L'expressionnisme est un art de la caricature volontaire. Tel est bien le premier sens de caricature, caricare en italien, veut dire charger. Otto Dix, je l'ai suggéré, s'est senti très proche du mouvement Dada et il emprunte sans doute la technique du collage à ces derniers. Ce mouvement réunit au cabaret Voltaire Hugo Ball, Tristan Tzara, Arp, Janco, Segal, Hulsenbeck, c'est-à-dire des individus qui sont tous réunis par un même pacifisme et ne respectent pas la société qui a produit la guerre. Dada parodie les méthodes de propagande bien dans l'air du temps et assène ses contre-vérités par voie d'affiches, de collages spontanés, capables de diffuser son énergie négative, pour reprendre les mots de Tristan Tzara. Tous ces hommes ont en commun d'avoir participé de près ou de loin à la Grande Guerre, et même si certains ont été réformés, ils en souffrent. Je cite notamment Max Ernst, qui déclare « Max Ernst mourut le 1er août 1914, il revient à la vie le 11 novembre 1918. » De ce mouvement Dada est né en Allemagne, en particulier dans les grandes villes d'Allemagne, un mouvement qui s'appelle die Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité. Cette appellation, qui date de 25, mais qui réunit des gens depuis 1918, donc juste après la fin de la guerre, est un ensemble qui doit beaucoup au mouvement dadaïste et qui se situe dans le droit fil de l'expressionnisme, raison pour laquelle on a pu appeler ce mouvement post-expressionniste. Ce mouvement n'a ni manifeste ni programme, mais un devoir contestataire, c'est-à-dire une responsabilité politique. Parmi les artistes les plus connus de ce mouvement, on compte donc Otto Dix, Georges Grosz, Niklaus Stücklin ou encore Max Beckmann. Le tableau d'Otto Dix que je propose d'analyser aujourd'hui s'inscrit dans le vérisme. Le vérisme, c'est cette idée que l'art puisse s'ancrer dans la politique et le social en donnant des représentations cruelles ou cyniques. C'est le cas de l'œuvre que j'ai choisi donc de commenter avec vous aujourd'hui, Les joueurs de skat. Cette œuvre représente 3 personnages en train de jouer aux cartes. Ils sont dans un café, quelques indices nous le rappellent, comme le porte-manteau, les rideaux, l'ampoule,
les chaises, la table. Dans le fond, 3 journaux sont suspendus. On a pu les identifier, ce sont 3 journaux allemands qui font référence au conflit franco-allemand pendant la Première Guerre mondiale, notamment le Dresdner Anzeiger, le Dresdner Neueste et le Berliner Tageblatt. La scène est éclairée donc par une ampoule où se dessine une sorte de tête de mort. C'est la mort qui éclaire cette scène. Les 3 personnages, si différents dans leur physionomie, ont en commun cependant d'être des gueules cassées. Ils se ressemblent, ils sont entre eux, ils sont isolés du reste du monde. En effet, qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu les tranchées, ne peut pas comprendre ces individus et leur sort. Ils ont vécu d'abord la violence qui consiste dans la perte de l'intégrité de leur corps. Mais ils ont maintenant à vivre une seconde violence qui est celle du déclassement social. Car les gueules cassées jouent entre elles, comme si elles étaient isolées du reste du monde. Le jeu de cartes est un symbole. En effet, vous constaterez que toutes les cartes sont visibles. Chacun donne à voir son jeu à l'autre. Autrement dit, les jeux sont faits. Car ils ne sont pas les acteurs de ce jeu. Ils en ont été les victimes passives. On a joué avec eux comme avec des pantins. La violence, c'est ce qui s'exerce par-devers soi, malgré soi, lorsque l'on est manipulé par le désir de l'autre. Sans doute la guerre n'est-elle qu'un jeu pour ceux qui en décident, engageant de la tactique, de la stratégie, des enjeux qui échappent à ceux qui la font vraiment et qui, eux, la vivent dans leur chair. D'où ce choix de Otto Dix de représenter des êtres mutilés, des êtres amputés, démembrés, dont le corps a été tronqué et que la médecine est encore incapable de réparer. La violence qui est la mutilation est une violence particulière. C'est la violence qui consiste à retrancher, à ôter, à couper quelque chose. Le terme d'origine grecque et latine, puisque le terme mutilos existe en grec et mutilus en latin, qui donne le verbe mutilare, mutiler, désigne le fait d'être coupé, diminué, amoindri. Ces hommes que nous voyons ne sont plus tout à fait des hommes. Quelque chose de leur humanité leur a été ôté. Le personnage de gauche, par exemple, a perdu ses 2 bras à la guerre. Alors il joue aux cartes avec un pied ainsi qu'une main articulée. Il a perdu également un œil, son visage est brûlé avec des cicatrices. Il a perdu une oreille, et pour entendre la conversation, il est obligé d'utiliser une sorte de tuyau. Donc ça veut dire qu'il a perdu l'audition, il a perdu un sens. Même chose pour le personnage de droite, qui a dû perdre et le goût et l'odorat. Un bandeau de cuir noir recouvre son nez, il ne peut plus sentir quoi que ce soit. Quant à sa mâchoire, elle est en métal, et Otto Dix fait apparaître sa photo et inscrit plusieurs phrases sur cette mâchoire de métal. Notamment l'expression « baisse la mâchoire prothésis de marque Dix », comme si Dix était une marque qui est vendue, donc cette prothèse, cette mâchoire, à cette gueule cassée. Il suggère par là que des gens s'enrichissent sur le malheur des autres. L'homme a perdu ses 2 membres inférieurs. Quant au supérieur, il a 2 mains, l'une articulée, l'autre est une prothèse. C'est avec ces 2 instruments qu'il tient ses propres cartes. Ce qui est bien sûr intéressant, c'est la présence de la croix de fer allemande, une médaille de décoration militaire, qui montre que le personnage allemand est assez fier d'avoir participé à ce combat, à ce conflit, de la guerre qui pourtant l'a complètement déshumanisé. Enfin, le dernier personnage, le personnage au centre du tableau, a lui aussi été atteint dans sa chair. Il a 2 moignons à la place des jambes, qu'il a visiblement perdues au conflit. Il n'a pas de main, il est obligé de tenir ses cartes soit sur un socle, celles qui sont devant lui, soit entre ses dents. Il a perdu la vue, il a un œil de verre. Il a perdu l'audition aussi, qui se manifeste à travers le trou qui remplace son oreille. Et puis surtout, il a été atteint au niveau cérébral puisqu'il a été trépané, et l'on sait combien ces trépanations pouvaient enfanter de douleurs psychologiques, voire de folie. Voilà la tragédie de ces êtres qui n'ont d'humain que le nom, qui ressemblent à des pantins mécaniques, à des marionnettes. Or, cette représentation mécanique est assez idéale quand on y réfléchit, parce que à l'époque, les médecins ont eu beaucoup de mal à réparer ces corps.
La chirurgie esthétique s'est développée à ce moment-là, pour réparer les gueules cassées après la Première Guerre mondiale. Elle n'avait pas de visée dans un premier temps esthétique, mais bien de réparation d'un corps mutilé. Et si notre auteur cherche à les remettre en situation humaine, puisqu'ils sont en train de jouer, ils sont en train de vivre un moment de sociabilité, on peut se rappeler que la plupart du temps, ces hommes broyés par la guerre n'avaient plus de vie sociale, étaient rejetés par leur propre famille, tant leur visage était insupportable à regarder, n'avaient pas de vie amoureuse, peinaient à retrouver un emploi et suscitaient des réactions qui oscillaient entre la pitié, le désespoir et la moquerie. En 1921, en France, une quarantaine d'individus ayant la gueule cassée ont créé une association dont la devise était « Sourire quand même ». Il semble que Autodix ait choisi le même biais, car cette œuvre, si repoussante soit-elle, nous fait sourire et transforme l'horreur en grotesque, la tragédie en farce, plus qu'en comédie, parce que la farce a ce ton acide que Autodix suggère, en laissant par exemple le porte-manteau du fond de la pièce vide, car les trois personnages, qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de bras, ne peuvent pas enlever leur uniforme. Ce qui signifie que leur existence a été celle du soldat et le restera pour toujours. Ce qui justifie leur gueule cassée, c'est d'avoir participé à la guerre. Et c'est peut-être sans doute l'une des dernières formes de violence qu'ils auront à supporter. C'est qu'à chaque fois qu'on les regardera, on pensera à ce qu'ils incarnent, à ce dont ils sont le symbole. Ils sont le symbole de l'horreur absolue. Pour rappel, cette œuvre a fait partie de celles qui étaient qualifiées, sous Hitler, d'art dégénéré. À partir de 1933, Autodix ne peut plus exposer ses œuvres. Elles sont retirées en 1937 de tous les musées allemands, et cet acte à lui seul est tout un symbole. Car en considérant que cette œuvre est dégénérée, il s'agit de revaloriser la guerre, de la relancer aussi. Après les 9 millions de morts de la première guerre totale, il y en aura 15 millions d'autres. On appelle guerre totale une guerre qui n'engage pas que les professionnels de la guerre que sont les soldats de métier, mais qui engage tous les individus formant la société civile, femmes, hommes, enfants, des victimes directes, mais aussi des victimes indirectes dans des populations qui souffrent de restrictions, d'épidémies, de dévastation. La conscription, qui est un phénomène inauguré sous la Révolution française par un décret de 1793, permet des levées de masse, permet la guerre de masse. La révolution industrielle, dès les années 1860, a permis de rendre les armes et les moyens de communication plus efficaces que jamais. La révolution technique, mais aussi de gestion et d'approvisionnement, a permis le développement d'une logistique militaire sans précédent. Des engins mécanisés ont rendu la guerre plus fluide et mobile. C'est la révolution du tank, de l'avion à la fin de la Première Guerre mondiale. Révolution scientifique qui se donne à voir dans le choix que fait Autodix de représenter la science qui s'immisce dans ses corps. Autrement dit, les corps de ces trois personnages ne disent pas seulement la violence de la guerre, ils disent aussi la violence de la modernité. Cette modernité qui fait de chacun de nos corps des sortes de cyborgs, dirait-on aujourd'hui. Des êtres biomécaniques, biotechniques, qui n'ont peut-être d'humain que le nom. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée, je vous remercie de votre fidélité. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.